Au début de l'histoire, nous voyons beaucoup de dragons aller attaquer. Un brave jeune chevalier s'en rend compte et trouve drôle que l'ennemi ait envoyé toute cette flotte de dragons juste pour le combattre. Il décide donc de recevoir ces dragons avec tout ce qu'il a. Il prépare sa gorgée d'acier et laisse échapper un sort pour préparer l'arrêt pour la bataille. Ensuite, l'histoire donne un flashback il y a 15 ans. À cette époque, une femme forte et très chaude a assumé le poste de général des démons. Son pouvoir et son charme étaient tellement que personne ne pouvait résister. L'influence et les actions d'elle ont renversé plusieurs royaumes et tout le monde s'est retrouvé sous leur contrôle. Elle avait une capacité spéciale qui permettait de ravir n'importe quel homme, et peu importe la course. Même les chasseurs de démons sont tombés dans son sort. Pendant son règne, le monde entier s'est dirigé vers le bas. Elle a créé de nouvelles règles et exceptions pour s'adapter à ce qu'elle voulait. Mais tout s'est déroulé à la mort du général. Son pouvoir a disparu, mais les règles et les exceptions se sont poursuivies. Et cela a laissé les gars de la noblesse se demander comment gérer ces exceptions. Pour donner trop de puissance, cela ne fonctionne jamais. L'histoire montre cela. La scène se transforme au royaume d'Amonte, où un gros noble dit aux travailleurs qu'ils ont été libérés des services. Il dit que les œuvres du château royal sont des coups de sang nobles, donc les roturiers ont été libérés. Avant, le général avait fait une exception, nous permettant de travailler n'importe où. Maintenant qu'il a disparu, la règle n'a plus besoin de valoir. Un jeune homme lève la main et interroge le noble sur la procédure de livraison avant de partir. Il dit qu'il est bon de laisser tomber le travail, mais veut faire la bonne livraison. Cela irrite le noble, qui hurle avec eux, pensant qu'il n'a fait que personne n'a le droit de remettre en question les nobles décisions. Même ainsi, le gars essaie d'expliquer que la livraison du travail est important. Mais le noble n'accepte pas. Il envoie la foule pour emballer des choses et partir. Étant donné que les règles ne permettent pas aux roturiers de rester avec les effets personnels et que, en voyant, il ne sert à rien de se disputer, le jeune homme accepte et ne part sans rien dire d'autre. Le noble part également, affirmant qu'il y a des sujets importants. Après son départ, le jeune homme commande qu'il dérange de voir des gens à penser qu'il peut changer le monde seul. Quoi qu'il en soit, il décide de passer à autre chose. Avec un claquement de doigts, cela fait disparaître tout le monde de la pièce. Il prend son sac d'inventaire et garde tous les articles qu'il a collectés. Alors décidé de partir. Pour lui, ce n'est pas un gros problème, car la mission de recherche de Golem est terminée. Mais il se rend compte qu'il ne pourra plus utiliser l'ancien. Vous voulez juste chercher les bons matériaux pour construire votre golem. La scène revient au roi du diamant, Barzil, assis à parler à la foule royale. Il parle au noble de Zat. Le roi commande que Zat semblait heureux. Zat révèle que c'est parce qu'il s'est débarrassé des roturiers inutiles et que cela le rendait plus paisible. Le roi est heureux, alors qu'il se rend à une réunion inattendue du Conseil mondial pour trouver le héros. Il se réjouit donc que Zat soit de bonne humeur, parce qu'il ne pouvait pas le laisser tomber pendant la réunion. Les deux préparent et utilisent la téléportation pour arriver sur les lieux. Le roi commande qu'il ne s'est pas encore habitué à la téléportation. Zat lui dit de s'y habituer. À l'heure actuelle, la téléportation est surveillée par le Conseil mondial, mais à l'avenir, la technique pourrait être la leur. Vient ensuite le héros si appelé qui a vaincu le général démoniaque. Tout le monde est impressionné de voir le héros de près. Le héros dans Réal est une fille, avec des cheveux longs et beaux, avec des yeux qui attirent l'attention. Tout le monde est un peu choqué de la voir de près. Pendant ce temps, l'ancien gars déjeune et se souvient quand il a été renvoyé du travail. D'une certaine manière, il pense que c'était une bénédiction déguisée. Maintenant, il peut enfin faire ce qu'il veut. Malgré cela, il doit encore poursuivre la recherche de 10 ans pour arriver quelque part. Et pourtant, le temps et les ressources sont limités pour l'instant. Il veut aller au Rarestone Store et tenter sa chance. En y réfléchissant, le cocher d'un cheval près de lui demande ce qu'il pense. Le jeune homme n'est un peu pas au courant de ce qu'il faut répondre, mais le cocher dit qu'il est prêt à entendre. Il explique que sa tête est mille, pensant à ce qui va se passer. Il a un rêve, mais ne sait pas s'il peut suivre. Sens que la chance est terminée. Il s'excuse rapidement avec son cocher pour avoir exagéré. Le cocher dit qu'au moins il en est conscient, ce qui est bien. Il commande toujours que le royaume de Dragonstone n'est pas aussi mauvais que le jeune homme et demande s'il va à la capitale, Crayon. Le jeune homme confirme qu'il y a des affaires. Le cocher dit qu'il va également au Crayon. Le jeune homme demande s'il est marchand et il confirme. Il dit également que le Crayon a des métaux utiles et peut changer les métaux et autres choses pour les articles dans le grain du Veino. Pendant ce temps, le jeune homme jette un coup d'œil à la voiture du marchand et voit que la roue est mouillée. Le marchand fait l'éloge des yeux et le jeune homme explique qu'il a aidé à développer la technologie des transports. Ensuite, le marchand demande s'il a des moyens de transport, car le Crayon n'est pas proche.
Le jeune homme dit non. Cela fera un tour. Ensuite, le commerçant propose de l'emmener au crayon en échange d'aide. Il accepte et ils échangent des informations de base. Le jeune homme s'appelle Horus et le marchand s'appelle Jinji. Avant de resserrer vos mains, un bruit fort se fait entendre. Horus court pour voir ce que c'est, laissant Jinji inquiet. Il se rend compte que le bruit provenait d'un énorme dragon. Horus est inquiet. Je ne m'attendais pas à voir un dragon supérieur de ce niveau. Mais un gars intrépide nommé Rifshio apparaît et jure d'écraser le dragon au nom de la famille Shio. Cela laisse Horus jackpoter, parce qu'il sait que le gars n'a probablement aucune chance dans le combat, et les problèmes avaient déjà commencé à se multiplier. Le Yuri Shiodi essayait d'obtenir Horus de l'avant du danger car il voulait aider. Une famille a demandé désespérément sa fille, qui avait été piégée dans l'incendie causé par l'attaque du dragon. Mais les sauveurs ont dit qu'ils n'avaient rien à faire parmi ces flammes. Horus l'écoutait, sans même appeler, s'épuise pour sauver la fille. Tout le monde essaie de le tenir, disant qu'il pourrait mourir, mais il s'en fiche. Il entre dans la maison en feu et demande à la fille si elle va bien. Elle ne répond pas, et cela rend Horus encore plus inquiet. Il va donc plus profondément dans la maison. Finalement, il trouve que la fille a tous brûlé, mais toujours vivant. Horus se rend compte qu'il peut encore économiser, il utilise donc une potion spéciale et se rétablit presque immédiatement. Mais avant de partir, le toit de la maison s'effondre dessus. Les gars à l'extérieur pensent qu'il est mort. Ils regrettent et souhaitaient avoir entendu et non entré. Mais Horus se tale des décombres, tenant la fille sûre. Il se libère des courants qui le tenaient et laisse bien avec la fille, sauvant toujours son ours en peluche préféré. Horus donne la fille à sa mère, qui était inquiet, et s'assure que sa fille n'ait qu'un peu de fumée et ira bien quand il se réveille. Jinji voit tout, mais décide de ne rien poser de questions sur les compétences d'Horus. À ce moment-là, Horus demande comment gérer le dragon. Jinji dit que les sorciers de la ville ont renversé le dragon et que le héros Eurystio a essayé d'attaquer avec l'épée, mais il semblait que cela n'affecte rien. Voyant cela, Horus est pathétique, parce que le gars essayait juste de se montrer. Jinji demande ce qu'il ressent, et Horus répond qu'il ne voit rien de bon dans ce domaine, quelque chose que Jinji est d'accord. Peu de temps après, le dragon se réveille et grogne à Yuri, lui faisant peur. Le dragon attaque, jetant le gars. Jinji trouve la scène satisfaisante, mais Horus le trouve terrible. Le dragon revient et est sur le point d'attaquer les gars de la ville. Horus, qui n'était pas d'humeur à une blague, entre dans le combat. Il veut se terminer rapidement et dit au dragon qu'il n'a rien de personnel contre lui, mais ce serait mauvais de ne rien faire. Il utilise l'épée pour couper le dragon et la terminer. Pour cette raison, la fumée remplit la zone et plusieurs pièces d'or apparaissent de nulle part. Horus n'attrape rien, laissant la famille qui avait brûlé la maison pour réparer. Plus tard, alors que Jinji et Horus continuent de voyager, Jinji demande pourquoi il n'a pas pris les pièces. Horus explique que porter autant d'or serait compliqué pour lui et Jinji, et il ne veut pas ça. Jinji aime cette considération. Mais dis-lui de ne pas être si gentil. Il pense également que Horus a quitté l'or pour réparer les dommages de la maison, confirme Horus. Cela, d'après ce qu'il a vu à l'intérieur de la maison, n'était pas seulement une mère qui s'occupait de la famille. Il y avait aussi un père. Même ainsi, il pense qu'il est dévastateur d'avoir la maison tous brûlée. Jinji est d'accord. Il dit ensuite qu'il ira directement au destin sans écart. Horus ne s'oppose pas. Pendant ce temps, la réunion du Conseil mondial se poursuit. Le chef de la communauté des héros, Irulan, présente le rapport. Après cela, le Conseil décide d'accorder un souhait à Irulan pour son travail pour vaincre le général démoniaque. Vous pouvez demander n'importe quoi. Hiro l'accepte et demande quelque chose, que le travail effectué par Master Horus, qui l'a formé, et tous mentionnés dans le rapport Rusté, soit reconnu. Elle veut obtenir le privilège international de la polygamie en échange de leur travail. Cette demande rend le Conseil mondial choqué. Mais il continue. Le roi Barzil, du diamant, demande quel genre de personne est ce maître Horus. Elle explique que même si elle est une roturier, c'est un sacré visage. Le maître golem le plus fort au monde. Elle dit qu'elle a reçu une lettre de lui il y a une semaine en disant qu'il travaillait au château royal Diamant. Cela se souvient et pense. Horus était-il l'un des roturiers qu'il a envoyés? Irola confirme, disant que son maître avait été licencié par le royaume des diamants. Le roi Barzil est énervé à Zat. Mais Zat explique qu'il ne savait pas que Horus était banal. Lana explique qu'elle ne le savait qu'à cause de la lettre. En dehors de cela, le maître est bien réservé et presque personne ne le connaît. Elle commande toujours que, en raison de l'influence du général démoniaque, de nombreux royaumes ont donné des droits et des emplois égaux aux roturiers, pensant que cela aiderait à lutter contre son influence. Elle pense que le royaume des diamants a simplement oublié cela. Lana dit qu'elle n'a pas besoin du privilège de la polygamie, car le maître va ailleurs. Ce dont ils ont besoin, ce sont les droits civils pour accéder au site. Elle se concentre ensuite sur la princesse Lucia du royaume Dragonstone, qui remplaçait le père malade.
Elle demande à la princesse de donner une citoyenneté complète à Maître Horus et à tout le rapport Uster. Ceci est nécessaire pour utiliser le marché des pierres rares et minérales du royaume de Dragonstone. C'est ce qu'elle veut en récompense pour avoir vaincu le général démoniaque. La princesse Lucia est surprise et le roi Barzil a choqué. Il ne veut tout simplement pas le laisser. Le rapport Rusté, même en tant que roturier, a beaucoup de pouvoir. Ils ont vaincu le général et sont tous attrayants. Il ne veut pas qu'un autre royaume les accueille, mais Lana l'avertit de ne pas être si convaincue. Le roi demande à nouveau ce qu'elle veut. Irulan lui explique qu'elle veut juste ce qu'elle a demandé. Le roi demande calme et demande si elle ne veut que les minéraux pour Maître Horus. Dans l'affirmative, le royaume des diamants est la plus grande nation. Selon lui, avec ses connexions et son réseau commercial, ils peuvent obtenir des minéraux de n'importe où, y compris Dragonstone. Il promet de donner tous les privilèges à Horus et demande à Lana de reconsidérer. Mais Lana a contré. Diamant n'est que la plus grande nation du nom. En fait, l'endroit n'était qu'une zone formée par des personnes qui ont fui le règne du général démoniaque. Lana explique que beaucoup de roturiers car il n'a réussi à gagner que grâce à la formation Horus. Il est un maître golem qui a créé le personnel de golem. Cela peut transporter 10 fois plus qu'une personne normale. Et ce n'est pas tout. Il peut contrôler plus de 5 sens à la fois. Le royaume du diamant l'a finalement tiré. De plus, le royaume était sur le point d'avoir des problèmes financiers. Cela n'avait donc aucun sens pour lui de continuer là-bas. Cela laisse King Barzil confusé, qui ne comprend pas de quelle crise financière elle parle. Anna explique que tous les royaumes vivent au détriment des exceptions faites à l'ère du général démoniaque. Ces exceptions comprenaient les dates de paiement étendues des créanciers, les taux d'intérêt réduits, dans certains cas, le financement totalement favorable aux débiteurs. Mais ces temps sont terminés et maintenant l'argent est vraiment facturé. Lana demande si Barzil s'est rendu compte qu'aucun créancier ne faisait chier le royaume. En effet, la communauté des héros, qui collecte beaucoup de pièces d'or, a payé des prêts et a acheté les titres pour eux-mêmes. Ils ont également des entreprises de prêts. Lors de la vérification de toute la documentation, vous pouvez voir que le royaume du diamant est le plus endetté. Le plus endetté est Zat, dont la dette ne peut pas payer ou vendre tout ce qu'il a. Il tombe de la chaise de choc. Mais Lana dit que les paiements peuvent être payés en plusieurs versements et que les intérêts sont faibles, afin qu'il puisse y aller calmement. Elle commente également que le royaume avec la moindre dette épée à droite est le Dragonstone. Après tout, c'était avec l'épée argentée du dragon, Gélar, que l'héroïne Lana a finalement tué le général démoniaque. Elle demande au roi Barzil si elle devait choisir, il préfère garder un royaume en crise financière ou un royaume stable et coopératif. Ensuite, Lana considère sa demande de citoyenneté au crayon comme certain. Confirme la princesse Lucia, assurant la citoyenneté complète de Lana et de ses partenaires, avec un accès complet au marché des pierres rares. Lana est satisfaite de l'accord et se rend à la capitale Dragonstone. Avant d'y aller, elle avertit tout le monde de ne pas jouer avec la princesse Lucia, car maintenant sa loyauté est garantie et elle ne tolérera pas le gâchis. Arrivée dans le crayon de capitale, Lana attend avec impatience la Russe. Elle le trouve et lui donne un câlin géant, lui disant de sauter le processus d'immigration, car la citoyenneté est déjà garantie. Puis il l'emmène au manoir, faisant également partie de l'accord. Horus est surpris par la taille du manoir, tandis que Lana appelle le nid d'amour. Là, il trouve un autre partenaire, Tyr, la femme de chambre, qui est heureux de recevoir le maître Horus et commente que lui et Lana y vivront seuls. Ils emmènent Horus dans la pièce spéciale qu'ils ont préparée juste pour qu'il crée des golems. Il ne pouvait pas être plus heureux. La chambre a tout ce dont il a besoin. Presque tous les minéraux rares sont disponibles pour lui. Et Lana lui dit de ne pas s'inquiéter du coup. Ce qui n'était qu'un changement. Pendant ce temps, quelqu'un arrive au manoir pour tester la force du maître Horus. Nous découvrons que vous êtes un alchimiste du royaume Dragonstone. Elle était fatiguée de marcher tellement, car le manoir est énorme. Elle est venue tester Horus sur demande directement de Lady Lucia. Elle devient nerveuse, mais se prépare pour le grand moment. Lady Luz explique qu'il a donné la citoyenneté nationale aux membres du rapport Rusté, mais s'ils sont fiables, c'est une autre histoire. Idria, l'alchimiste, a juste besoin d'enquêter sur Horus, qui est un mentor des héros et les a formés. L'évaluer est suffisant. Maître Horus est très admiré par la grande ruine Lana, donc il doit y avoir quelque chose qui le rend spécial. Idria se rend au manoir pour enquêter et invite Horus à se rendre dans le métro du château. Une salle magique spéciale où vous pouvez évaluer vos compétences. Horus demande si le gouvernement a demandé par le gouvernement et Idria. D'accord dans Lana et insiste pour aller voir comment cela fonctionne. Idri la quitte, mais elle n'est pas si sympathique avec Horus. En arrivant du palais, Lana est impressionnée. Horus commente que le métro doit avoir beaucoup de choses, mais peu de gens doivent voir. Lana demande ce qu'il veut dire, et il explique que c'est l'épicentre des tubes de mana. Elle ne comprend pas, alors il explique. C'est comme un interrupteur qui s'allume, mais libère du mana. Le système transforme les pièces démoniaques en énergie,
distribuant à travers la ville via des tubes de mana, facilitant les tâches quotidiennes. Lana veut savoir si elle s'occupera de tout, confirme Idria. Horus démontre beaucoup sur les outils magiques, ce qui agace Idria, qui le trouve drôle et promet d'exposer tout échec de lui à Lady Lucia. Horus trouve des menaces drôles et enfantines, et s'amuse. Ils entrent dans la salle secrète. Idria montre la plante principale de l'énergie magique et demande à Horus de faire fonctionner le système. Il dit qu'il a fait quelque chose de similaire dans les diamants. Ce ne sera donc pas un problème. Il trouve curieux qu'il n'a qu'une seule source d'énergie. Idria dit de ne pas se comparer avec un grand royaume. Horus demande si l'énergie magique est complètement éteinte. Idria confirme. Pensée absurde qu'il ne s'est pas rendu compte auparavant. Lana explique que le manoir a subi une grande rénovation, donc même si la magie de la ville est désactivée, elle coule toujours parfaitement à l'intérieur du manoir. Horus commente que cela a été fait par Tusk, qui a installé des systèmes magiques dans toute la maison, bien que toutes les chambres ne soient pas encore couvertes. Idria a été choquée de le découvrir, car Tusk n'avait reçu le contrôle que récemment du manoir. Alors, pour qu'elle puisse tout organiser si vite est vraiment impressionnante. Elle pense que Tusk est trop talentueux et pense que Horus aime se vanter de ses élèves pour impliquer qu'il est également fort. Mais s'il est vraiment bon, cela deviendrait bientôt clair. Horus prend ensuite le cœur de la source d'alimentation, qui est une barre de fer. Lana est confuse. Il explique que l'utilisation de mon cher fer, vous pouvez créer un noyau qui distribue la magie en douceur. Idria apporte une poudre pour nettoyer la couche supérieure du noyau et révéler son état normal. Mais Horus le manipulait déjà et finit par appliquer de la poudre devant elle. Le noyau sort sale, tout noir. Idria se rend compte et dit que c'est son travail de se préparer. Mais avant qu'il ne décide d'essayer de le réparer seul, elle s'efforce, mais ne change rien. Il dit que le noyau était tout gris, mais pas maintenant. Alors elle demande à Horus d'essayer de se préparer, mais il suggère qu'elle essaie à nouveau. Elle refuse, disant qu'elle donne les ordres. Mais Horus et Lana demandent à nouveau, et elle finit par accepter. Pendant la préparation, Horus arrive par derrière et joue un côté du noyau sur sa main. Le pouvoir qu'il a réussi rend ce côté beaucoup plus large que l'autre. Ilana et Horus tombent dans le rire. Edric comprend ce qui s'est passé, mais Idria ne le croit pas. Elle demande comment il a réussi à quitter le noyau si blanc. Horus décide d'enseigner la bonne voie. Il explique que la chose la plus importante est de fournir une magie stable, sans trop. Elle n'a rien à façonner, laisse simplement le noyau prendre sa forme naturelle. Il conseille. Laissez l'imagination couler au lieu de se concentrer uniquement sur le blanchiment du noyau. Idria suit tout ce qu'il dit et peut laisser le noyau totalement blanc. Horus commente que ce n'était pas mauvais pour le premier effort, mais Idria est jalouse. Ne croyez pas que l'utilisation de sa technique était si facile, alors qu'elle travaillait pendant des années pour atteindre ce résultat. Elle est ennuyée par Horus et promet de le vaincre dans sa propre région. Ensuite, Lady Lucia lui rendra visite, mais elle trouve une Idria épuisée de tant de travail. L'assistant dit qu'Idria a été motivée à tester soudainement plusieurs choses de nulle part. Lucia se rend compte que c'est à cause du maître Horus qui va visiter. Alors que l'assistant travaille dans la salle d'énergie magique, Lucia continue de regarder Idria dormir et trouve mignonne comment elle pense toujours à gagner Horus dans les rêves. Le lendemain, la princesse est impressionnée par la vitesse des chevaux, que Horus s'est amélioré avec l'ingénierie de coupe. Les voitures étaient beaucoup plus rapides et peuvent avoir plus de poids. C'est essentiel, parce que maintenant, vous pouvez transporter plus de choses du crayon de capitale vers les petites villes. Idri loue Horus pour un travail lourd, mais il a l'air bien parce qu'il sait que c'était important pour le royaume. Il se souvient qu'en diamant, ils ont tout transporté à la main juste pour garder la population. La princesse commente qu'elle a entendu l'héroïne Lana au sujet du travail d'Horus dans Diamont, car il a créé des centaines de golems pour tout gérer, et qui étaient plus de 500. Idria est béante, confirme Horus. Mais rappelez-vous que la situation était difficile, la nourriture et les ressources rares. Même ainsi, cela l'a fait. Ensuite, Horus commente que les nouvelles voitures ne sont pas encore meilleures que les anciennes. Idria pense qu'il avait tort, mais il explique que c'est à cause de la friction. Les voitures neuves n'ont aucune friction, donc encore plus lourdes, les chevaux ressentent moins d'efforts. Avec la formation, cela s'améliore. Idria commente qu'il est absurde pour lui d'avoir tout fait en moins d'une heure. Horus explique que c'est pour être un maître des golems. Vous devez maîtriser la magie de la terre, création d'outils magiques et d'alchimie. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait tant de compétences. Idria se souvient que maîtriser une est difficile. Imaginez tellement. Lucia est également surprise et demande comment il peut tout suivre. Horus dit qu'il lit beaucoup pour acquérir des connaissances. Idria trouve la perte de temps, mais Horus explique qu'être golem maître nécessite du cerveau. L'apprentissage des anciennes techniques aide à en créer de nouveaux. Il dit que la collecte de connaissances accessibles génère de nouvelles idées. Lady Lucia accepte et se souvient que jusqu'à ce qu'elle achètera de la nourriture, elle finit par acheter trop et sans vergogne. Sa manière directe et maison a rendu Rui surpris. Habituellement, les membres de la royauté n'agissent pas comme ça avec un roturier.
Lucia lui dit de se détendre et d'être lui-même avec eux, sans censurer. Horus est heureux, mais ressent toujours un certain inconfort qui ne peut pas expliquer. Idria perçoit et explique qu'il y a la culture du royaume de Dragonstone. Il n'y a pas de discrimination. Les nobles et les roturiers vivent ensemble normalement. Même à l'école, les enfants royaux et les commerçants étudient avec des enfants ordinaires. Cela aide les privilégiés à comprendre la vie de ceux qui n'en ont pas autant. Dans d'autres royaumes, les nobles étudient et ignorent les communs. Trouvez votre mode de vie normal. Dans Dragonstone, tout le monde sait comment l'humble vivant, alors il s'améliore. Horus comprend et ressent la différence en place. Ensuite, Idria demande s'il ne trouve pas ces techniques un peu anciennes. Horus a compris ce qu'elle voulait dire, mais c'est comme ça pour une raison. Après tout, il suit les enseignements d'un homme des temps anciens. Puis il tire un livre qui porte ce type. Idri et Lady Lucia sont impressionnés par la façon dont l'ancien livre a été bien entretenu. Horus explique que le livre a plus de 100 ans et raconte le voyage de son idole et de ses découvertes en tant que maître des golems. Idria, curieuse, veut jeter un coup d'œil pour mieux connaître l'homme Horus, mais il refuse de la laisser jouer. Pourquoi ne pouvez-vous pas endommager le livre? Idria est ennuyée et demande ce qu'il pense d'elle. Horus explique que le livre contient le secret de la façon dont 5 personnes ont longtemps dominé le monde. Il dit que le livre explique comment vaincre ces gens et qu'il est nécessaire d'être un maître des golems. Et craindre, dans une blague, demande si Horus est devenu maître des golems pour sauver le monde, comme dans le livre. Mais Horus est sérieux et confirme que c'est exactement pourquoi il l'a fait. Idria est choquée et commente que ces 5 personnes sont il y a des milliers d'années, donc elles ne sont probablement même pas en vie. Horus n'entre pas plus en détail et décide de se taire. Il dit qu'il ira dans son sens, car son travail est terminé. Avant d'y aller, il donne des conseils. Si elle veut devenir forte, elle a besoin de trouver quelque chose qui tombe vraiment amoureux d'elle. Il y a beaucoup de choses à faire dans le monde, donc elle doit explorer et découvrir sa propre passion. Après tout, la magie peut être incroyable. Idria est excitée à ce sujet et décide d'explorer de nouvelles choses lorsque vous avez du temps libre. Lady Lucia est également acclamée. Quand Horus commence à partir, Iria dit qu'il peut lui demander de l'aide avec les roulements des roues de voiture. Pendant ce temps, la scène se transforme en grain horrifique à Suquet, l'un des plus grands donjons. L'entrée de Dandia est connectée à la capitale du crayon Dragonstone. Des monstres vaincus dans ce Dandia laissent généralement de lourdes récompenses pour ceux qui gagnent. Beaucoup d'aventuriers circulent, cherchant la chance de réussir. Un gars en particulier, Géodore, de la famille Metari Diamond Kingdom, se met en colère. Il n'aime pas cette animation. Ces hommes de main expliquent que les aventuriers ne sont pas là pour le butin, mais pour voir la sainte épée que Géodore a. Il lui demande de montrer l'épée, qui enflamme son ego. Il rit, disant que ce n'est pas tous les jours que l'on voit une épée légendaire. Soudain, il entend des hommes de main parler de l'héroïne de Lana dans le donjon. Ils sont excités, commentant que ce doit être la plus grande liste de tous. À la fin, l'héroïne était là en personne, même si les rumeurs disent qu'elle est venue s'entraîner avec le maître, pas pour le butin. Prenant d'envie, Géodore va vers eux. Il attrape un homme de main par son col et crie que personne ne devrait parler des roturiers en sa présence. Discuter des roturiers ne vaut rien pour quelqu'un comme lui. Puis il demande à un aventurier où l'héroïne est allée. Une fille parle et Géodore décide d'y aller pour humilier l'héroïne. Pendant ce temps, Lana et Horus se préparent à un duel amical avec beaucoup de gens qui regardent. À cause de la foule, Lana s'excuse auprès d'Horus. N'imaginant pas que tant de gens apparaissent. Horus dit que c'est bien. Il a laissé tout le monde rester et regarder. Lana est surpris, car avant qu'il n'aime n'apparaissant en public. Horus explique que c'était à cause du démon général, qui pourrait contrôler complètement les hommes, donc ce serait dangereux s'il était dominé. Lana comprend et se prépare pour le duel. Pendant ce temps, Géodore apparaît de nulle part et demande à Horus s'il est le maître d'héroïne, trouvant Hilario. Horus en combattant la posture lui semble amateur, et Géodore commente que s'il entraînait l'héroïne, ce ne devrait rien être grand-chose. Lana dit d'ignorer le gars. Le public est d'accord et commence à jeter des ordures à Géodore pour interrompre. Il voulait voir la formation de l'héroïne. Je n'ai pas entendu les plaintes. Géodore est énervé, disant que personne ne croit que les roturiers ont réussi à vaincre le général de Manteau, que c'est un mensonge. Mais Lana et Horus ignorent et commencent simplement le duel. Lana attaque soudainement. Mais Horus bloque, l'impression comme toujours. Horus pose des questions sur Géodoro et quel est son problème. Lana explique. C'est un gâté qui n'accepte pas que le plébru ait vaincu le démon général. Géodore est ennuyé et crie que Pueri ne peut pas vaincre le démon général. Ils avaient juste de la chance. Il se prépare à attaquer, promettant de montrer sa véritable force. Mais quand vous avancez, Horus a l'air ferme et lui dit de sortir de son chemin. La puissance du regard fait reculer les compteurs Géodore, battant sur un mur. Tout le monde est choqué. Horus explique qu'il a concentré du mana dans ses yeux. L'air a également du mana. Et quand elle a senti son regard,
elle a eu peur et a poussé le Géodore. Il obtient. Quelqu'un comme lui n'a même pas besoin d'épée ou de magie. Juste l'air suffit à gagner. Géodore est enlevé et tous comprennent enfin le pouvoir d'Horus, le maître de l'héroïne. Lan la regarde admiré. Habituellement, lorsque l'aura change beaucoup, une couleur apparaît la représentant. Mais Horus était transparent. Ce n'était même pas un changement radical pour lui. Il a vaincu un épéiste entraîné avec l'épée sacrée. Lan loue le maître des golems. Horus commente que vous appelez vos yeux équivalents à un canon, et il pense que ce n'est pas mal. Maintenant, Lana se prépare pour le vrai duel avec Horus. Ils viennent en lutte, active l'aura et tout. Lana avance avec son épée en bois. Mais l'aura d'Horus est trop forte. Il provoque. Si après tant de formation, il ne peut pas pénétrer son aura de base, s'entraîner plus. Inutile. Mais Lana n'est pas faible. Il se concentre et parvient enfin à briser la barrière de l'aura. Son attaque ne chatouille même pas à Horus. Il ne prend son épée qu'avec ses doigts et dit que le coup était léger. Il dit que c'est le même problème qu'il a déjà commenté. Ce n'est pas parce qu'elle a vaincu le démon général qu'elle peut se retrouver. Il y a encore beaucoup de terrain à parcourir, même après un si grand exploit, explique-t-il. Si vous ne pouvez pas encore vous soutenir, alors c'est loin de bien se débrouiller. Frustré, Lana dit que Horus est devenu plus fort et qu'il n'est pas juste pour lui de se battre maintenant qu'il est probablement 100 fois plus puissant. Horus est d'accord, et la pousse un peu. Puis il lui demande d'attaquer à nouveau, afin qu'il fasse la bonne manière cette fois. Lana se prépare, réfléchissant à la forte Horus. Comme toujours, elle ne se rapproche même pas de lui, mais elle sourit avec confiance, promettant qu'un jour il arrivera à son niveau, reste à côté et peut-être même le dépasser. Dans la maison de Zémédade, Géodore est grondé par son père. Il était énervé que Géodore ait organisé la confusion avec la communauté des héros. Géodore explique que c'était le père, qui a dit que les héros mentaient sur la mort du démon général. Le père pense toujours comme ça, mais il n'y a aucune preuve qu'il le démontre si directement, principalement parce que la famille Médade est due à 20 000 pièces d'or pour le rapport Rusté. Géodore est choqué. La dette est 100 fois plus élevée que son budget annuel. Le père renforce qu'ils doivent payer maintenant que le monde n'est plus en urgence après la mort du démon général. Géodore pense qu'il prouve que les roturiers mentent. Il pourrait échapper à la dette car l'urgence reviendrait. Cela rend le père encore plus brillant. Il crie que le Conseil mondial a reconnu que Rusté Report a vaincu Demon King, donc il est inutile d'essayer de s'échapper. Il commente également que les Médades a tenté de négocier des taux d'intérêt plus bas avec le rapport Rusté, mais Géodore a tout ruiné. Géodore dit qu'ils peuvent facilement obtenir de l'argent du royaume, car il a une épée sacrée. Mais le père le fait clairement. Le royaume ne paiera pas plus de 200 pièces d'or par an. Et l'épée que Géodoro utilise nécessite un paiement à l'Église, qui facture des frais de tous les pays, car il est également dû au rapport de Ruster. C'est-à-dire que le monde entier fonctionne pratiquement entre les mains de Rusté Report. Il est donc encore plus ennuyeux que Géodore ait bougé avec la meilleure foule de la communauté. Irrité, Géodore prend l'épée et sort sans rien dire au père. Pendant ce temps, Ori voyage seul, va quelque part. Mais Géodore, en déguisement, apparaît par derrière, penche son épée dans le cou d'Ori et lui fait pardonner la dette de ses émétés. Horus trouve drôle que Géodore essaie cela après avoir échoué à le battre de front. Géodore a peur. Je ne m'attendais pas à ce que Horus le reconnaisse. Demande comment il s'est rendu compte. Horus explique que c'était pour l'odeur unique de l'épée sacrée. Réalisant qu'il a été découvert, Géodore prend son déguisement et montre qui il est vraiment. Maintenant, il oblige Horus à pardonner la dette. Comme ordre, il ne menace pas. Horus explique que les dettes se sont accumulées lorsque la couche générale était toujours là-bas. Malgré cela, leurs filles se sont battues et ont gagné. S'ils pardonnaient maintenant, ce serait une gifle face aux héros qui ont tellement combattu. Géodore s'en fiche. Il dit que c'est leur devoir, en tant que roturier, de suivre leurs ordres. Il se plaint que même si Rusté signale maintenant des héros, au début, il n'était qu'une guilde des aventuriers et que l'argent n'est pas des aventuriers payés qui reviennent vivants. C'est leur faute. Horus lui dit de s'arrêter. Mais Géodore refuse. Et la confusion explose. Il gèle en place. Sans bouger. Choqué, explique Horus. C'est la même chose que cela s'est produit dans Dungeon. Le mana est stocké séparément du corps, et Horus peut l'arrêter si vous le souhaitez. De plus, l'épée a un mana spécial, qui ne fonctionne que contre les meilleurs utilisateurs de mana au monde, et non contre quelqu'un comme Géodore. Horus décide de lui apprendre une leçon, car il n'a pas appris la première fois, et frappe un coup de poing brutal sur son visage. Lana court pour avertir de l'épée sacrée, mais voyez qu'Horus a tout résolu. Tu lui dis de se calmer. Cet Horus est garanti seul. À ce stade, beaucoup de gens arrivent avec des fruits et des bonbons pour offrir à Horus et à l'entreprise en cadeau. Tuzi explique qu'ils ont déjà reçu une tonne de ces cadeaux. Lana et Horus sont confus. Itus clarifie, le travail qu'ils ont fait à l'usine de Moana a résolu les problèmes de la ville. Maintenant, tout fonctionne plus efficace,
et le gouvernement a annoncé que les taxes sont tombées grâce à leur travail. Ainsi, les gens de tous les coins sont venus offrir des cadeaux. Lana se demande si le gouvernement n'aurait pas profité de l'entrée de l'argent pour lui-même et a fait de petites rénovations au public. Tuz explique que le royaume de Dragonstone maintient la transparence. La corruption ne roule donc pas. Plus tard, Lana commente à Horus qu'il était beaucoup plus silencieux par rapport au passé. Horus dit que c'est par la chaleur humaine du royaume. Cela ne fait que le pays car il coïncide avec ses propres objectifs, mais les gens vous remercient. Ce qui est inattendu pour lui. Lana et Tuzi comprennent que c'est ainsi que Horus a été traité dans le diamant du royaume. Personne n'a jamais remercié son travail. Il ne s'attend donc pas à merci même ici, dans le royaume des diamants. Le roi se rend finalement compte de l'importance d'Horus lorsqu'il reçoit des rapports de soldats et de nobles sur le manque d'outils magiques et de haches qui se brisaient, perturbent le transport alimentaire. Il comprend à quel point la ville est maltraitée. Quand Horus y travaillait encore, il n'avait pas à se soucier des outils et du mana. Il a tout résolu et a gardé un grand inventaire, car il était un maître des golems, gardant des pièces de rechange. Mais maintenant, tout cela a été perdu. Une autre plainte survient. La population est ennuyée car leurs demandes ne sont pas satisfaites. Avant, Horus s'en occupe, mais les nouveaux nobles ne font pas bien. Le roi envoie un garde pour avertir qu'il mettra bientôt un roturier pour aider le peuple. Avec ce problème résolu, il commence à s'inquiéter davantage. Le roi se rend compte qu'il a besoin de résoudre le problème du transport alimentaire. Sans une nourriture suffisante, la réputation du royaume va au sac. Peu de temps après, il reçoit des nouvelles de l'attaque de Géodore contre la communauté des héros pour essayer de pardonner leurs dettes. Mais Géodore a été assommé juste là. Cela laisse le roi énervé, parce qu'il peut avoir de graves conséquences. Il demande si Rusté Report a demandé quelque chose en retour. Le gars explique qu'ils n'ont pas encore demandé rien, mais la famille Médad a 20 000 pièces d'or de la dette avec la communauté des héros. Un absurde, car leur budget annuel n'est que de 200 pièces de pièces. Le roi note qu'il n'a donné un statut noble à Zemad en raison de leur épée sacrée. S'ils avaient utilisé le budget annuel de certaines affaires dans la région, ils ne seraient pas dans cette situation. Malgré cela, il décide de payer la dette en utilisant la réserve du royaume. En retour, il veut confisquer tous les produits familiaux Médadi et les envoyer à l'exil à la frontière. Il fait cette pensée à quelque chose qu'ils ont fait pour lui dans le passé, une époque où le roi avait besoin d'aide et seuls les Métis semblaient aider. Il attribue sa position actuelle à leur aide. Mais après avoir remboursé la dette, un autre problème se pose. Un noble rapporte que maintenant beaucoup d'enfants de familles nobles maudissent la communauté des héros. Le roi est furieux et veut des explications. Le gars explique que les nobles, voyant que le roi payait la dette de Zémédad, veulent profiter de la situation. Ils ont envoyé leurs enfants pour provoquer les héros, espérant que le roi paye également leurs dettes. Le roi ne croit pas que les gens eux-mêmes font cela. Une enquête a montré que les ducs ont tenu une réunion sur le sujet pour essayer de faire payer le roi. Cela rend le roi profondément bouleversé. Il pense que les gens sont stupides, ne voient que la surface des choses et ne comprennent pas que jusqu'à présent, ils ont été épargnés par la patience du maître des golems. Malgré cela, il pose des questions sur la dette combinée totale et constate qu'elle dépasse 10 milliards de devises en or, fois plus que le budget annuel de 10 millions. Impossible à payer. Cela le met en colère contre les nobles, mais c'est qu'il doit payer et s'excuser auprès du maître des golems. Mais il n'y a pas d'argent pour cela et finit par l'effondrement mental. Pendant ce temps, au crayon, Tuz et Lana ont lu sur l'attaque de la noblesse de Diamont à la communauté des héros. Tuz dit qu'il s'attendait déjà à quelque chose comme ça après que le roi ait payé les 20 000 pièces pour Zémédad. Le peuple du royaume essaie de profiter de la situation. Lana veut se concentrer sur le fait que la communauté des héros a été attaquée et veut une compensation, mais Tuz explique qu'il est pratiquement impossible de payer la dette. Elle suggère de prendre du bien du royaume pour pénaliser les attaques constantes. Lana est indécis sur ce qu'il faut prendre. À la réflexion, elle décide de prendre l'antenne du diamant du royaume. Cela aiderait beaucoup d'Horus à contrôler les golems. Actuellement, il ne peut contrôler que les golems à moins de 3 mètres, mais avec l'antenne, pourrait contrôler dans toute la capitale. Donc, il décide d'obtenir l'antenne. Dans The Kingdom Diamond, le roi voit cela comme un point critique. Rézé, l'un de ses aides, dit qu'il n'est pas d'accord avec les exigences de Rusté Report. Il souligne que la livraison de l'antenne serait bénéfique pour les héros. Mais il y a plus de choses à considérer. Il pense qu'Horus a sacrifié la portée du contrôle afin qu'il puisse créer de meilleurs golems, il a donc besoin de l'antenne. S'il rendait l'antenne, Horus n'aurait aucune raison de retourner au royaume. Le roi relit les informations des livres qu'il a lus et comprend que l'antenne est essentielle à Horus et qu'il est probablement venu précisément au royaume pour cela. Le roi demande questionner Rézé ce que les gens pensent de la demande de rapport Rusté. Rézé dit que l'antenne n'est pas utilisée et que les gens pensent que donner quelque chose inutile pour recevoir quelque chose en retour serait un bon. Le roi conclut que tous dans le royaume sont des milpes et se souvient du conseil du père. Ne tournez jamais avant de voir les choses de vos propres yeux. Tout d'abord,
collecter des informations, puis décider le meilleur. Il comprend enfin ce que son père voulait dire. Ensuite, envoyer le Résé pour préparer la reddition de l'antenne, même s'il sait qu'elle élimine toute raison pour laquelle Horus revient un jour. Après avoir terminé l'accord, le roi demande si Horus sera énervé par le traitement qu'il a reçu. Résé pense que Horus s'en fiche, après tout, il a laissé Géodore partir avec un seul coup de poing après que le gars l'a menacé de l'épée sacrée. Le roi comprend, mais Résé demande s'il regrette ce qui s'est passé. Le roi nie. Résé dit qu'il comprend pourquoi Horus partirait. Faire face aux plaintes des gens est difficile et quiconque serait ennuyé après un certain temps. Cela rend le roi bouleversé, réalisant que Horus ne reviendra probablement jamais. Tout ce qu'ils peuvent faire maintenant est de maintenir la distance et de s'excuser pour ce qui s'est passé. Triste, le roi baisse la tête sur la table. Résé pense que jusque-là, il prenait un bien, mais c'est maintenant effondré. Ressemblant à une fille amoureuse. Après avoir réfléchi, le roi décide d'envoyer un bonus et demande à Résé de partir alors qu'il réfléchit mieux. Il regrette de ne pas pouvoir récompenser Horus pour travailler et le laisser partir. Donner l'antenne au héros soulagera la dette. Horus dit actuellement qu'il les a terminés et que personne ne peut s'y opposer. Mais selon sa réaction au présent spécial, tout peut changer. Pendant ce temps, Horus est au fond d'un donjon. Là, il est attaqué par un oiseau métallique volant. Il utilise aura et flamme pour éloigner la créature, mais se rend compte que les dégâts étaient minimes. Horus comprend que l'apparence et l'aura ne causent pas autant de dégâts. Alors, lorsque l'oiseau était sur le point d'attaquer à nouveau, Horus utilise sa capacité de détection de mana pour localiser la source de la créature et la déstabiliser. Cela lui permet d'invoquer un steel gun, qui utilise ensuite pour tirer et faire tomber l'oiseau métallique. Avec cela, il obtient plusieurs articles qu'il collectionne et met dans son sac à dos avant de rentrer chez lui. Plus tard, Horus est vu en séparant les bons articles des mauvais qu'il a pris à Dungeon. Lana arrive à la recherche et trouve Horus à l'île. Lana s'il séparait les bonnes pierres du mal et Horus confirme. Même si les pierres étaient très similaires. Avec ses compétences en évaluation, il peut différencier ce qui est utile de ce qu'il n'est pas. Inquiet. Demander si les pierres qu'elle lui a apportées sont mauvaises, et Horus dit qu'ils sont assez bons pour en profiter. Ensuite, Lana demande s'il s'intéresse à la pierre spéciale qui proviendrait du diamant du royaume. Horus est confus au début. Mais bientôt, il est surpris de constater que le royaume du diamant enverra une pierre en cadeau avec l'antenne, ce qu'il ne savait même pas. Lana et Tuz expliquent qu'ils reçoivent l'antenne en échange de la réduction de la dette en diamant. Horus commente que, comme il n'a plus à gérer une ville entière, l'antenne n'est pas strictement nécessaire. Mais Lan et Tui savent qu'avec l'antenne, Horus pourra créer des golems encore meilleurs. Horus comprend leur point. Et en fin de compte, il est satisfait de l'accord, car l'antenne est un outil extrêmement utile.